Je déteste Dennis Schroeder. Puis si tu me demandes pourquoi, je sais pas pourquoi. Il m'a fait chier à tout cas à un moment donné. Ça c'est comme le Dansby Swanson de l'NBA, genre? Non, mais Dansby Swanson, il me tape ses nerfs. Lui, je l'aime juste pas. Je déteste Jared Jack aussi pour les mêmes raisons. Ils m'ont fait chier. Jared Jack. Comment quelqu'un peut haïr Jared Jack? J'avais sa carte à 2K puis il était pas bon. Oui, mais je sais pas, c'est comme dire Manny Malhotra me donne envie de me tirer les cheveux comme vous. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La Triple Menace podcast, épisode 3, édition du 11 septembre 2023. Les boys, bienvenue. Merci encore d'être avec vous. Je suis avec, comme à l'habitude, le ministre de la propagande des Diamondbacks de l'Arizona, Félix Forget. Et bien sûr, sans oublier le futur héritier du El Salvador en personne, Emilio Costanza. Les boys, on est dimanche soir. Là, il est à peu près 9h10 à peu près. On a le mois de neige à côté de nous. C'est officiellement le début de la saison de la NFL, mesdames, messieurs. Première semaine d'activité. Et mon Dieu, on a vu du beau comme du mauvais football un peu, mais surtout du mauvais football de vos équipes. En passant, je vais devoir avec une belle défaite. On commence vraiment avec ça. Oh oui, on commence avec ça vraiment parce que Félix, t'es Titan du Tennessee. Écoute, au moins, ça a été serré. Au moins, ça a été le fun pour nous. En tout cas, je sais pas pour toi, ça a été le fun. Mais mon Dieu, Ryan Tannehill, savait-il quoi faire sur le terrain? Parce que je suis un bon défendeur. Je l'aime, Ryan Tannehill. Pour moi, Ryan Tannehill, c'est Ryan Tannegoat, là. Mais je le regardais et je suis genre, ça a l'air tough aujourd'hui, là. Ça va-tu être de même pour le reste de la saison? Ça avait pas juste l'air tough, c'était pénible. J'ai défendu Tannehill longtemps. Je pense qu'il était très over-haté par les partisans. Les gens le détestaient trop. Mais je pense qu'il avait pris pour les Saints aujourd'hui. Ça ne tentait pas. Il est tellement pas précis. C'est tellement pas typique de lui. Pour te donner un exemple, l'année passée, 6 interceptions. Aujourd'hui seulement 3. Ça sortait de nulle part. On dirait qu'avoir DeAndre Hopkins, ça l'a rendu pire. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu dis que tu as eu du fun à regarder ça. J'ai eu envie de m'arracher les yeux après 8 fois. C'est... Quelle mauvaise façon de commencer la saison. À part si tu t'appelles Derrick Henry ou la ligne défensive des Titans, comment tu peux être fier de la performance d'aujourd'hui? Mais au moins, je me dis, ça a été au moins serré. Mio, par exemple, tes Steelers... ouais, ok. Mais tu sais, c'est un gros match-up. Tu sais, San Francisco, c'est une machine de football. Puis, il n'y a rien de plus dangereux que les 49ers de San Francisco parce que sont pas encore blessés à la semaine 1. Fait qu'ils sont comme à leur plein potentiel un peu. Mais Jesus, c'était tough. Mais tough. Mon Dieu, oui. Puis je veux dire... Les 49ers ont une grosse défensive. Fait que, oui, il fallait s'attendre à un gros match-up, surtout par rapport à Nick Bosa qui... On n'était pas trop sûr s'il allait jouer, mais finalement, il a eu son extension de contrat et a pu jouer. Fait que moi, au départ, je sais plus si je l'avais dit à l'épisode de la semaine passée, mais moi, je me suis dit très indifférent. Mais finalement, mon Dieu, ça clap back. Puis, écoutez, l'attaque des 49ers, honnêtement, je pense que tout le monde qui ont repêché Christian McCaffrey en fantasy vont être contents cette semaine parce que Christian McCaffrey a quand même délivré une sale performance aux Steelers avec 152 verges par la course puis un autre petit 17 par la passe. Puis, by the way, a moyenné 7 verges par course. Et on s'attendait peut-être à un gros match-up, un gros match-up de running back contre Najee Harris. Finalement, non, parce que Najee Harris n'a réussi qu'à compiler que 31 verges par la course cet après-midi. La seule bonne nouvelle, par exemple, pour les Steelers, c'est que TJ Watt veut avoir vraiment son 500 000$
de la part de Pat McAfee. Il s'en va déjà chercher 3 sacs du score aujourd'hui. On rappelle que Pat McAfee du Pat McAfee Show, qui est rendu sur ESPN d'ailleurs, soit dit en passant, chapeau bas quand même à ce gars-là, avait promis 500 000 $ à TJ Watt pour une œuvre caritative de son choix s'il battait le record en une saison de sacs qui est comme 22,5 je pense en une saison, je pense que c'est ça le record. Ouais, il tient le record à égalité avec Michael Strahan. OK, fait que s'il le dépasse, ça va être un beau 500 000 $ américains, soit dit en passant. Déjà à 3 sacs du corps. Déjà à 3 sacs du corps, puis il reste encore 16 matchs à jouer, ça va être terrifiant de voir ça, mais quand même... Ouais, mais TJ Watt, faut aussi que tu assumes qu'il va manquer 4 matchs à cause d'une blessure comme à chaque année. Pis ça, 4, c'est le gros minimum, ça. Là, ouais, là. minimum 4. Désolé, Mio, mais tu sais que j'ai raison. J'abdique. Au-delà de ces 2 défaites-là, c'est sûr que, tu sais, on a starté ça jeudi avec les Lions de Détroit qui sont allés chercher une belle victoire sur la route. Gâcher le party des célébrations des Chiefs de Kansas City 21-20. Avec une belle performance correcte de Jared Goff qui a réussi à être clutch au bon moment et qui a décidé de devenir Tom Brady l'espace d'une demi-quatrième temps pour essayer de donner. Mais en tout cas, si vous avez une semaine difficile, je pense que allez regarder Kadarius Toney cette semaine puis ouf! Je pense qu'il est déjà en train de préparer ses cours de chinois en ce moment là. Mon Dieu, get real in Chinese, buddy, parce que, mon Dieu, que c'était désastreux. Non, mais honnêtement, pour un gars qui avait des mitaines de faux dans les mains, c'était quand même pas si pire que ça. Ah, attends, Manon, c'est à l'instant qu'il y avait des gants de receveur, finalement. Il n'y a aucune excuse, c'était horrible. Horrible. On s'en revient sur un petit scène. Mais non, je veux dire, tout ce que j'ai vu du côté de Kansas City, j'ai absolument rien vu passer sur Twitter, sur Instagram par rapport au match autre que les erreurs de Kadarius Toney, à quel point c'était désastreux, que ça a coûté le match aux Chiefs. Là. Mais tu sais, quand tu dis qu'en deuxième mi-temps, Patrick Mahomes est genre 2-12 durant la deuxième mi-temps de ce match-là, c'est fou de voir à quel point Travis Kelce est pas mal peut-être plus important qu'on le pensait du côté des Chiefs de Kansas City puis d'Andy Reid. Puis tu sais, autant qu'on disait l'année passée, moi je faisais partie de ce monde-là qui était comme hey, peut-être que le départ de Tyreek Hill, ça va faire mal. Puis garde, finalement, je me suis fermé la gueule parce qu'ils ont gagné le Super Bowl sans Tyreek Hill. Mais là, tu sais, on s'est dit, hey, peut-être pas Travis Kelce. Hey, regardez qu'est-ce qu'ils sont capables de faire sans Tyreek Hill. Laissez-y du temps. Mais oui, en effet, ça a paru que Travis Kelce a manqué un peu à tout ça. Mais en même temps, c'était un incroyable match au niveau défensif. Là. Oui, OK, il y a 21 points contre 20 qui ont été marqués. Mais au total, dans le match, je pense que c'est un sac du corps au total qui a été alloué. Là. Donc, tu sais, quand même, chapeau aux deux formations défensive. Là. Et surtout, à mon deuxième coach favori dans toute la ligue au complet, Dan Campbell. Moi, je pense pas me convertir partisan des Lions, mais si ça donne un jour, c'est définitivement à cause de Dan Campbell. Ah, quel homme. Autant Dan Campbell dans la NFL que Deion Sanders présentement dans la NCAA, c'est quelqu'un qui attire les regards et avec raison qui semble installer une belle culture. Les boys, on va revenir un peu sur cette première semaine d'activité-là. Comme j'ai dit tantôt, on a vu du beau, on a vu du moins beau, surtout dans les matchs de 13 heures où ce qu'on semblait dans la première demi-heure, 45 minutes, il y avait des revirements aux 30 secondes, que ce soit dans n'importe quel match. Mais quand même, Mio, tes Steelers ont perdu, mais les Bengals aussi ont perdu. Ah, moi, you got a smoke on the Bengals pack tonight, là. Je fume un sacré pack des Bengals qui, au passage, ont perdu par la marque de 24-3. Donc, même pas un touché de Andy Dalton 2.0, Joe Burrow, Joe Shiesty, Joe Brr. Ça, c'était le nombre de fautes commises aujourd'hui par ce dernier. Et non pas les zéros sur son contrat qui n'a définitivement pas joué pour aujourd'hui. Donc, Browns, oui, qui gagne
24-3, un grand match à la AFC North, très indifférent de la victoire des Browns, honnêtement. N'est pas grand-chose à battre parce que je sais déjà que eux autres, c'est une bombe à retardement chaque saison, puis viendra leur moment qu'ils chuteront au classement. Fait que oui, quand même content de voir Joe Burrow et les Bengals se faire laver de la sorte. Mais tu sais, en même temps, je vais donner quand même une excuse. C'était pas des conditions super faciles quand même pour les deux équipes sur le terrain. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait eu de la bonne bruine, pis c'était du gazon naturel sur le terrain. C'est pas facile pour les receveurs des fois, mais quel travail quand même de l'unité des secondaires et de la tertiaire des Browns qui limitent Jamar Chase à seulement 34 verges, puis à 6 premiers essais pour les Bengals qui, avec l'attaque qu'ils ont, c'est quand même tout qu'un travail. Mais quand on regarde aussi ce qui se passe du côté des Chargers et des Dolphins, là, c'est tout le contraire qu'on a vu. C'était le match shotgun qu'on attendait. C'était le match où ce qu'on disait, il va avoir des points, il va avoir des verges qui vont se ramasser là. Il y a du monde qui vont faire la pièce au fantasy football. Et ceux qui ont choisi Tua Tagovailoa et Tyreek Hill sur vos équipes cette semaine, oh mon Dieu, 466 verges, 3 passes de toucher, une interception, cela dit, pour le carrière des Dolphins, 215 verges sur 11 réceptions et 2 touchés pour Tyreek Hill. Les boys, on avait parlé des Dolphins la semaine passée, puis les Chargers, je sais que les deux vous aimez Justin Herbert, mais quel match! Quand même, c'est avec Austin Eckler aussi qui a connu une forte rencontre. C'est juste à quel point on s'attendait à du football offensif cette semaine avec ces deux équipes-là. Non, on a eu un sacré spectacle entre les deux équipes. On a d'un côté, on a deux des meilleurs jeunes corps de la ligue en Tua Tagovailoa et Justin Herbert. Tu parlais de Tua Tagovailoa, évidemment. Tyreek Hill n'a pas été mauvais non plus. On sait que cette année, il avait promis qu'elle allait atteindre le plateau des 2000 verges. C'est un bon départ à son objectif. Et parce que comme il est là, il va peut-être plus finir avec 3000, ce qui serait de loin un record. Bon, je pense pas qu'il va être capable de garder le rythme à chaque match, mais on sait que l'attaque des Dolphins, quand elle est à plein régime, c'est une attaque qui est assez dévastatrice. Une attaque qui peut ramasser des verges, qui peut détruire n'importe quelle défensive. On l'a encore vu aujourd'hui. Il y a des très belles ressources à Miami. Et les Chargers qui, encore une fois, on s'écroule en fin de match. C'est épouvantable. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau des Chargers. Mais l'entraîneur Brandon Staley est peut-être une des personnes qui m'inspire le moins confiance de toute la NFL. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là. Incapable de gagner un match serré. Moi, j'ai une personne personnellement dans mon camp chez les Steelers qui m'inspire encore moins confiance, puis c'est le coordinateur offensif Matt Canada, qui au passage s'attire déjà, toutes les insultes des partisans après juste un match, mais ça c'est. Ça fait pas 4 ans qu'ils veulent le congédier à peu près? Oui, absolument. Ouais. Ben, qu'ils veulent le congédier, ça. Peut-être pas, mais que les partisans se fassent congédier, définitivement. Puis je fais partie de ce lot de personnes qui veulent que Canada soit parti depuis déjà trop longtemps. Mais go on. Mais le pire, c'est que les Chargers, oui, ils ont de la misère à gagner des matchs serrés, mais c'est tout le temps le genre d'équipe qui perd genre par 2 points après avoir manqué un placement. Et Dieu sait que les Chargers ont une historique là-dessus, mais quand même, Cameron Decker 2-2 aujourd'hui avec 4-4 en tentative en transformation d'un point. Donc, c'est pas vraiment une vraie défaite des Chargers. Il manquait juste cet élément-là, mais quand même, un beau 36-34 du côté des Dolphins de Miami. Et quand on regarde ce qui se passe du côté un petit peu plus vers le nord, que ce soit Aaron Rodgers ou Jordan Love, les Bears de Chicago sont encore la propriété des Packers de Green Bay parce que, mon Dieu, écoute, je pense que Justin Fields, on sait, c'est un gars polarisant. Je pense qu'il y a d'un côté, on le voit comme une version, un peu une version Wish de Lamar Jackson sur le fait qu'il est pas capable de lancer, qu'il est juste capable d'avoir des jambes, ou complètement du côté de l'autre spectre, on le voit comme un gars qui pourrait devenir, qui a un potentiel énorme, qui pourrait transformer son équipe, mais y a-tu quelqu'un qui peut me dire à quel point pourquoi vous avez tant d'espoir sur Justin Fields? Parce que je regarde encore aujourd'hui, puis mon Dieu, qu'il y a encore du travail à faire du côté des Bears de Chicago. Ah, écoute, moi, personnellement,
je suis encore très sceptique pour ce qui est de Fields. Là. Il y a eu un match très correct au niveau des verges par la passe. 24 en 37 pour un total de 216 verges. Une passe de toucher, une très belle passe de toucher d'ailleurs, soit dit en passant. D'ailleurs. C'est une très belle passe. En fin de partie, là, c'était très beau, mais quand même, il va falloir... je suis encore sur mon appétit. Je suis encore un peu sur mon appétit du côté de Chicago. Il m'en faut plus. Là. Puis c'est quelque chose que je disais aussi la semaine passée. Chicago, pour moi, va encore garder cette réputation de cimetière à corps arrière cette saison parce que, je veux dire, là, on pourrait dire cimetière tout court parce que même au niveau des verges par la passe, autant que justement de l'attaque par la passe, autant que de l'attaque par la course, pour ce qui est de la course, pour commencer, Justin Fields a mené son équipe avec 59 verges par la course. Puis le meilleur receveur, ça a été Darnell Mooney avec 53 verges seulement par la passe, qui est plutôt pitoyable. Non, c'est ça. Un autre chapitre entre Bears et Packers qui ne se finit pas très favorable pour les Bears. Moi, ce que je commence à me demander, tu parlais de Justin Fields. Si les Bears sont encore mauvais cette saison, que Justin Fields ne fait pas le step-up qu'on espère, est-ce que les Bears commencent à regarder pour un corps arrière au prochain repêchage? Parce que je veux bien croire qu'on va être patient avec Justin Fields. Puis je pense qu'on fait bien. Suffit qu'il y ait une étincelle, quelque chose qui clique, la chimie prenne avec DJ Moore, mais s'il n'y a toujours rien à la fin de l'année, on a un choix top 3, top 5, on sait que la QV de carrière est tellement bonne au prochain repêchage, est-ce que tu commences à penser à un carrière à abandonner le projet de Justin Fields? Moi, je pense que ces démarches ont déjà été entamées. Je pense que du côté de l'état-major des Bears, on est assez intelligent pour comprendre ce que Justin Fields pourrait ne pas être par rapport à ce qu'il pourrait être. Je pense qu'on a déjà évalué un peu cet aspect-là chez les Bears. Là. Mais ouais, pour moi, Félix, 100% avec toi. En tout cas, j'espère que vous n'étiez pas un fan des Eagles aujourd'hui parce que, mon Dieu, si vous avez regardé ce match-là, je pense que vous avez perdu 5 ans de votre vie. Juste à voir cette fin de match entre les Eagles et les Pats. On regardait le premier quart 16-0 pour les Eagles, direct en partant. On pensait même déjà à Caleb Williams, probablement du côté des partisans des Pats en regardant ce premier quart-là. Surtout qu'on célébrait Tom Brady en plus. Moi, ce qui m'aurait fait plaisir, c'est que les Pats se fassent genre éclater, genre 42-3 devant Tom Brady. Ça aurait juste été hilarant. Mais, quelle preuve de résilience du côté de Bill Belichick. C'est des Pats qui vont chercher et qui ont peut-être même passé à un pied sur le gazon de peut-être aller combler une remontée puis aller gagner ça. Là. On parle quand même des Eagles, les derniers finalistes du Super Bowl qui ont failli échapper une avance de 16-0. Là. Oui, je veux dire, c'était littéralement, c'était même pas un pied, c'était à une orteil même là, de l'avoir. Puis, ça aurait pu être que d'avoir le pied gauche lorsqu'il a réceptionné le ballon qui aurait fait la différence. C'était même pas peut-être d'avoir traîné son pied gauche avant de sortir. Ça aurait pu juste d'avoir le premier pied. Puis, en tout cas, histoire de timing, là. Mais quand même, grosse résilience des Pats. Honnêtement, j'avais un peu d'interrogation par rapport à Mac Jones un peu durant ce troisième et quatrième quart, malgré que les Patriots effectuaient une remontée. Mais non, pour de vrai, chapeau. Puis je veux dire, c'était du grand Bill Belichick. Puis c'était une grosse performance des Patriots. Là, puis même surtout la défensive qui ont provoqué un revirement avec, je pense 5 minutes à jouer et à faire soutirer le ballon à Jalen Hurts, là, qui est quand même, on va se dire, l'un des meilleurs corps arrière avec le ballon dans les mains. Là. Non, c'est ça, mais même que je commençais à me demander si Tom Brady avait pas pris l'équipement de Mac Jones pour se faufiler puis essayer d'aller gagner ça à Foxborough, qui d'ailleurs aussi jouait dans des conditions pas super faciles sur le terrain. Là. Pauvre Bill qui est sur le terrain, qui doit manger cette pluie-là pendant que Tom, lui, est dans sa loge avec Robert Kraft. Puis en ce moment, disons-le au passage, cette pluie qui en ce moment fait ravage du côté de New York, parce qu'on enregistre quand même en ce moment pendant le match Giants-Dallas qui, by the way, mène 26-0 sur les Giants. Là. Non, avec une pluie quand même terrible en ce moment. Écoute, pour les Giants, on parlait de peut-être d'équipes qui pourraient peut-être prendre ou perdre le prochain step, mais disons que c'est une première demi
à oublier du côté des Giants de New York. Les boys aussi, dans la catégorie stéréotype qui mangent jamais, les Broncos qui sont incapables de marquer 17 points, ce qui fait en sorte qu'ils sont pas capables de gagner. C'est une première expérience avec Sean Payton. On savait qu'on avait peut-être de quelques attentes. C'est sûr qu'on avait des receveurs de passe qui sont déjà blessés, mais comme l'année passée où ce que les Broncos de Denver auraient pu être champions de division si toutes leurs défaites ils avaient marqué comme juste 17 points, on réussit encore à avoir de la misère en attaque là, du côté de Russell Wilson, même si c'est pas uniquement de sa faute, là, c'est sûr que son corps de receveur c'est dur un peu, mais quand même on passe ça sur du mauvais pied du côté de Sean Payton et des Broncos de Denver. Est-ce que de toutes les choses dont tu aurais pu prédire avec Sean Payton et les Broncos, est-ce qu'un botté à l'intérieur était oh mon chose Dieu, le à laquelle tu onside. t'attendais? Oh, ça c'est tellement Parmi- triste. C'est tellement Parmi triste. toutes les choses que je m'étais anticipé pour la prochaine saison de football, je te confirme que le onside kick de Sean Payton était de loin la dernière chose à laquelle je m'attendais. Écoute, c'est sûr qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui a fait un pari là-dessus, genre. Premier jeu du match, onside kick, qui d'ailleurs a été réussi par les Broncos, c'est ça qui est encore plus drôle. Oui. Mais une pénalité finalement parce que il y a eu un toucher, un contact avant le diverge nécessaire, ce qui a fait en sorte qu'on a annulé tout ça, mais ça aurait été drôle de voir réessayer un deuxième botté puis réessayer un deuxième onside kick juste pour disrespect encore plus les Raiders de Las Vegas, mais quand même, on aura eu du beau football cette semaine. Juste rappeler que demain soir, on a le premier Monday Night Football de la saison entre les Bills de Buffalo et les Jets de New York, un duel de la AFC East. Les boys, c'est ces deux équipes qu'on avait déjà anticipées qui pouvaient faire du bruit dans cette division-là. Vos impressions sur le Monday Night Football de ce soir qui promet, mais qui, on a vu au courant de la semaine que certaines équipes on voit que c'est la première semaine d'activité puis tout le monde n'est pas au diapason comme on voudrait. Là. Ben écoute, c'est quand même drôle parce que la semaine passée, quand on faisait nos prédictions, nos petites storylines sur la saison, j'ai bâché, oui, les Jets en un premier sens, comme quoi ils allaient faire absolument rien cette saison avec Aaron Rodgers. Puis d'une autre part, après ça, quand on parlait des équipes qui allaient régresser, ben moi j'ai dit que ça allait être les Bills. Fait que, honnêtement, je m'attends peut-être à du bon football, je m'attends à du football de qualité, mais je suis un petit peu drôle sur cette note-là. Mais je m'attends quand même à une victoire convaincante des Bills, par contre. Autant que, puis c'est quelque chose qui va certainement me suivre toute la saison, là, autant que, oui, les Bills pour moi vont régresser, je crois qu'ils auront une entrée en matière très convaincante. Moi aussi, je pense honnêtement que ça va être une belle victoire des Bills. Dans les débuts de saison, ce qu'on remarque aussi, c'est que les équipes qui ont comme une certaine stabilité au niveau du système ont un certain avantage. Les Bills ont un système et un alignement qui ressemble beaucoup à l'an dernier, pendant que les Jets... Est-ce que quelqu'un peut me rappeler si les Jets ont un nouveau carrière ou quelque chose qui est arrivé d'important dans leur attaque? Oh, je sais pas. Je pense que Mark Sanchez est revenu, je pense. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Il y a peut-être un peu de marijuana qui est rentré. Ouais, peut-être quelque chose. Un ami de Pat McAfee, je pense, quelque chose. En tout cas, fait que j'ai hâte de voir évidemment Aaron Rodgers ce qu'il va être capable de faire dans son premier départ dans l'uniforme vert des Jets. Change pas de couleur l'uniforme, par contre, reste dans le vert. Mais non, j'ai hâte de voir. Je m'attends quand même à un bon match de Rodgers et Wilson, mais je pense qu'il va y avoir des petits écarts au niveau de la chimie, la communication entre tout le monde. Je pense que ça va finir par couler le club au final, malheureusement. Bon, moi, certainement, ce que j'ai peur, c'est que nous autres, le fandom des Steelers, on perd l'un de nos plus grands fans en Stephen A. Smith, qui pourrait peut-être se convertir aux Jets de New York, parce que autant que c'est un New Yorkais pur et dur, supporte toutes les équipes de New York, drôlement, au football, pour lui, c'est les Steelers. Oui, ok, ça date des Steelers des années 70, qui sont la plus grande dynastie, on ignore les Patriots, la plus grande dynastie de l'histoire de la NFL. Peut-être qu'il va devenir fan de New York, je sais pas. Tu sais, on sait à quel point c'est comme le plus grand fan d'Aaron Rodgers qui a pas le bad man. Je suis curieux. Mais en tout cas, en attendant de savoir ça, je félicite les Jets de New York qui vont remporter le match de demain soir parce que vous avez tous callé une victoire des Bills de Buffalo et que ça va vieillir comme du lait, mais que ce soit en ligne
lundi matin. Les boys, on va se transférer du côté du basketball parce que avant même qu'on ait, on ait le premier 7 hours of commercial-free football starts now. en NFL Red Zone, ben, on avait la conclusion de la Coupe du monde de la FIBA ce matin avec la finale de bronze qui opposait le Canada et les Américains, tandis que pour l'or, on avait l'Allemagne contre les Serbes. Mio, t'as été un des courageux qui s'est levé à 4h du matin pour voir le match du Canada. Et finalement, on sort de là avec le bronze. C'est pas peut-être le plus gros. On espérait peut-être l'or, mais je pense pour le Canada, je pense qu'on vient de réussir une bonne claque au visage là, sur les Américains pour aller chercher le bronze. Là. M'a dire la même chose que la semaine passée. États-Unis, what happened? Mais honnêtement, je pense qu'on le sait. C'est peut-être que tout le monde a sous-estimé cette équipe canadienne. Puis, tu sais, on va quand même se dire, l'équipe Canada était quand même la deuxième équipe avec le plus de joueurs NBA dans cette Coupe du Monde. Puis, honnêtement, tout le monde fonctionnait bien. Là. Puis, tu sais, c'est pas que de Shai Gilgeous-Alexander puis Dylan Brooks qui avait de l'air de l'édition 2023 de Pippen et Jordan. Tu sais, Brooks qui marque 39 points, honnêtement. Je parlais il y a 5 minutes que l'onside kick des Broncos, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas cette année. Ben, encore moins Dylan Brooks qui marque 39 points dans un match de médaille dans la Coupe du monde de basketball. Là. Mais non, c'est ça. Hey, Brooks, 39 points. Shai Gilgeous-Alexander, 31 points. 12 passes. Puis aussi RJ Barrett qui a super bien third wheelé aussi les deux avec 23 points qui a fait super bien dans son rôle. Puis honnêtement, c'est une autre déception pour les États-Unis en Coupe du monde qui n'ont pas terminé, qui ont failli terminer parmi les 3 premières équipes depuis 2014. Honnêtement, il y a l'argument qui vient rentrer en compte de est-ce que les États-Unis fonctionnent avec leur équipe B, C, D, E, F? Ça reste que les États-Unis d'emblée ont quand même le meilleur bassin de talent de basketball au monde. On le sait que les autres pays se sont rattrapés dans les dernières années et on l'a vu certainement aux derniers Olympiques. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi de vouloir jouer, je sais pas, fierté, je sais pas là, non plus là, qu'est-ce qui se passe en tête des Américains qui sont là, mais je pense que cette Coupe du monde a été un wake-up call, puis peut-être d'y aller avec les gros canons l'été prochain, parce que dans les mots de Noah Lyles, World Champion of what? Oui, parce que les World Champions of what ne sont même pas les World Champions de leur propre continent. C'est quand même violent quand tu le regardes comme ça. C'est une belle démonstration de l'équipe canadienne qui a été battre la formation favorite du tournoi en la formation américaine. Tu parlais de Brooks, tu parlais de Gilgeous-Alexander. Toute cette équipe-là, c'est un effort collectif au final. Puis chaque joueur a embarqué dans le rôle qui était décerné. Brooks en a peut-être donné plus que ce qui était attendu de lui. Mais tout le monde a embarqué dans un collectif. Ça a été une belle histoire, celle que de la formation canadienne à cette Coupe du monde de la FIBA. Mais Félix, au moins compenser un petit peu, parce que Anthony Edwards, malheureusement, ne ressortira pas de ce tournoi avec une médaille, mais je peux te confirmer, par contre, la FIBA ont sorti leur palmarès de leur All-Star 5, si on veut, l'équipe d'étoiles partantes. Anthony Edwards en fait partie. Donc, il reste numéro 1 de toutes. Il fait partie des 5 meilleurs joueurs du tournoi qui... Au passage, les 5 meilleurs joueurs du tournoi, bon là peut-être Luka Doncic, ça pourrait faire exception, mais sont tous soit des meneurs ou des arrières. Donc on a Dennis Schroeder, on a Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, Bogdan Bogdanovic qui a terminé 2e avec les Serbes et Luka Doncic qui a connu une fin de tournoi plutôt pitoyable contre l'équipe canadienne. Luka Doncic qui a fait un peu un Corey Perry de lui-même qui est sorti expulsé du match sur un walk of shame. Honnêtement, c'est du bonbon. Mais on a parlé de Dylan Brooks qui a joué un peu au-dessus de sa tête justement pour donner une belle médaille de bronze au Canada. Ça fait quand même partie des joueurs que... Tu sais, t'arrives en NBA, ils sont corrects, tu sais, c'est des bons partants, mais c'est pas la première option numéro 1. Mais quand tu leur donnes un uniforme international sur le dos, ça se transforme littéralement en Kobe Bryant. Et, mon Dieu, Dennis Schroeder, le partisan des Raptors, là.
Je sais pas quelle version vous allez avoir. Est-ce que vous allez avoir le Dennis Schroeder qui est avec les Lakers ou celui qui porte l'uniforme de l'Allemagne? Mais mon Dieu, quel joueur qui se transforme une fois qu'il porte l'uniforme allemand. Soit dit en passant, l'Allemagne qui a fini le tournoi avec une fiche parfaite de 8 victoires, 0 défaites. Mais quand même, c'est le fun de voir qu'il y a certains joueurs de même qui, dans la NBA, sont corrects. C'est des bons vétérans et tout ça. Puis, une fois rendu de l'autre côté de l'Atlantique, se transforme en super-héros. Bogdanovic, c'est la même affaire. Avez-vous d'autres exemples de même que... Oui, ben moi j'en ai. Je vais commencer tout de suite avec qui ce n'est pas le cas. Et je vais y aller avec mon némésis numéro 1, le joueur le plus surestimé de la NBA, le joueur le plus surestimé dans ce monde. Et j'ai nommé Rudy Gobert, qui a été absolument pitoyable pour la France. Oh, comment oses-tu t'en prendre à mes Timberwolves? Inacceptable. Mais par contre, pour rester un peu avec l'équipe de France, ben, Evan Fournier, dans le match contre le Canada, a quand même donné 19 points à la défensive canadienne juste en première demi. Ok, oui, il s'est estompé en deuxième demi, mais il a quand même donné 19 points à l'équipe canadienne en première demi. Puis, ben, d'emblée, je dirais Bogdanovic, là, qui a quand même réussi à mener cette équipe serbe sans Nikola Jokic à quand même à la deuxième place, là. Tu sais, c'est drôle en plus parce que tu regardes cette finale-là entre les Allemands et les Serbes, puis tu pourrais quasiment dire que c'est commandité par les anciens joueurs de banc des Hawks d'Atlanta, qui sont comme Dennis Schroeder et Bogdanovic, qui je pense qui ont le plus de points par des joueurs de banc depuis 2015 pour les Hawks d'Atlanta. Fait que c'est comme juste parfait de ce côté-là. Puis on félicite l'Allemagne, GG's, puis on espère vous voir aussi bon aux Jeux Olympiques, mais avec une autre médaille que l'or, parce que le Canada va sûrement l'emporter aux Jeux Olympiques, parce que Jamal Murray va s'en venir avec nous autres de ce côté-là. On va juste conclure le premier bloc de cette émission-là. On reste au basketball un peu, mais on va parler un peu du basketball féminin parce que Breanna Stewart, WNBA Legend, est en train vraiment de tout casser en ce moment. Mio, t'as vu un peu Breanna Stewart en action un peu. Elle est en train de battre littéralement tous les records offensifs qu'on essaie de voir là, depuis quelques années dans cette ligue-là. Écoute, je dois être un des plus grands stans de Breanna Stewart qu'il n'y a pas sur cette planète. Une de mes joueuses préférées en WNBA qui a passé ses premières années avec, on va se dire, une équipe complètement stacked à Seattle. Et puis là, ben, elle décide, je vais aller jouer à la maison à New York avec Sabrina Ionescu qui forme l'un des tandems les plus dévastateurs de la WNBA. Puis ça porte fruit cette expérience-là parce que oui, Breanna Stewart a établi quelques records cette semaine. Notamment, elle a établi la nouvelle marque du plus grand nombre de points marqués dans une saison qui maintenant, si je dis pas de bêtises, s'élève à peu près 910 points, si je dis pas de bêtises. Elle a battu la marque qui appartenait précédemment à Diana Taurasi, qu'il avait fait en 2006. Shout out the GOAT, by the way. Diana Taurasi qui l'avait réussi par contre en 34 matchs et Stewart qui l'a fait en 38. On va se dire aussi, la WNBA cette année avait augmenté son nombre de matchs en saison régulière à 40, ce qui aussi est très bien pour la ligue parce que moi j'adore cette ligue. Mais en plus de ça, je veux dire, Ionescu, en plus de ça, en plus d'avoir atteint le nouveau record de points en une saison, le plus de matchs à 40 points et 10 rebonds, le plus grand nombre de joutes de 40 points en une saison et aussi a égalisé un record de franchise en termes de doublés. Dans son cas, très certainement vont être points et rebonds. Mais, je m'étends là-dessus, ce n'est pas la seule porte-couleur du Liberty de New York qui a fait jaser cette semaine pour briser des records. Sabrina Ionescu, la protégée de Kobe Bryant, a établi une nouvelle marque de concession avec 124 tirs du 3 points réussis. Et maintenant, je vous pose la question, mesdames et messieurs, qui tenait le record juste avant? Sue Bird? Diana Taurasi! Ah, ben oui. The GOAT! Et ça, c'en est pour en dire à quel point elle a réussi à établir ses records avec 4 matchs de moins. Ça en dit long. Mais aussi, ça veut dire que le sport est en santé et I'm all there for it. Je regarde rapidement sur Basketball Reference du côté de la WNBA. Breanna Stewart qui est actuellement deuxième en fait pour le plus le record de points en une seule saison. On a Jewel Lloyd
qui la devance par un seul point. Fait que c'est une belle course jusqu'à présent pour le premier rang, pour le plus grand nombre de points inscrits en une seule saison. Edja Wilson qui complète le top 3 à 876 aussi en 2023. On voit vraiment une explosion offensive du côté de la WNBA cette saison. Diana Taurasi qui a les 4e et 5e places. Donc on voit vraiment peut-être la première joueuse de l'histoire qui va marquer 1000 points en une saison du côté de la WNBA. Fait que moi je dis let's go girls, allez-y, vous portez une fière torche et on voit à quel point cette ligue-là prend de l'expansion, devient de plus en plus mainstream dans les médias et c'est tout à leur honneur. Let's go! Ouais, let's go. Puis je veux dire, c'est totalement intéressant là. Puis oui, cette saison, c'était la première saison à 40 matchs, mais c'est aussi la première fois qu'on avait deux équipes qui tenaient une fiche de 30 victoires. Puis, je veux dire, autant que je parle de Stewart puis du Liberty qui torche totalement la ligue, ça, c'était sans mentionner les Aces de Vegas qui, là, la saison s'est conclue. C'est conclu aujourd'hui. Et les Aces qui ont terminé la saison avec 34 victoires pour 6 défaites, qui au passage est à un taux de 85%, une défaite à domicile. Puis j'ai fait même le petit calcul, si on faisait ça pour 82 matchs, ça serait bon pour 66 victoires qui est digne des Warriors de Golden State des beaux jours. Ah, quasiment même les Spurs de San Antonio, leur dynastie avec Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, même Kawhi Leonard back in the days avec Pop comme entraîneur de ce côté-là. La triple menace édition du 11 septembre 2023, partie numéro 2. Les boys, c'est la saison de football, on en a jasé en long et en large en première partie. Ce qui fait que quand on enregistre des petites émissions comme ça, on manque des moments qui sont plutôt croustillants. Puis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient d'assister à quelque chose d'assez spécial pendant l'affrontement entre les Cowboys et les Giants, avec Graham Gano qui fait sa meilleure imitation de Blair Walsh et manque un botté complètement au champ opposé gauche, pire que lorsque j'ai passé la manette à mon petit cousin pour jouer à Madden. Là. Les gars. Oh, mais t'aurais dû juste voir la face à Félix tantôt qui a vu le botté en temps réel puis qui voulait juste essayer de s'empêcher de pas rire pour essayer de couper la parole à quelqu'un. Exact. Hey, j'avais Mio qui était parti sur un rant de basketball. Moi, je vois ça, le kick qui est manqué, comme j'ai jamais vu un kick partir. J'avais peur qu'il frappe les lignes de côté. J'ai jamais ça pas non, de bon exact. sens. C'est juste pas la soirée des Giants qui, là... Bon, tu dis juste ça parce que juste perdent 26-0, puis là on retraite justement au vestiaire à l'instant pour la mi-temps. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air dans le vestiaire, mais sûrement qu'il y aura pas grand mot qui vont se lancer et plus des insultes et des portes qui vont se faire slammer. Les boys, passons maintenant à autre chose. On va se rendre du côté de la Ligue nationale de hockey. On va se rendre du côté de la capitale, seulement que nous on connaît parce qu'il faut croire que les Américains ne connaissent pas l'existence d'Ottawa, mais cela va pas sans dire que l'argent ne coule pas dans la capitale parce que Jake Sanderson a signé cette semaine un nouveau contrat et c'est le cas de le dire. Mr. Sanderson va toucher à beaucoup d'argent, 64 millions de dollars sur 8 ans. Moi, je regarde ça, j'ai beaucoup de points d'interrogation, puis là, je vais vous lancer là-dessus, là, et déferler toute votre haine comme un Ragnarok qui se déferle sur la Ligue nationale de hockey. Moi, je vois ça. Jake Sanderson, une saison derrière la cravate. 32 points en 77 matchs. Très respectable pour une recrue. Un différentiel plus et moins de moins 6, ça va pour une équipe qui, on va se dire, était mid. Mais voici quelque chose que Pop et moi, on a relevé avant de lancer l'émission. Pour la saison 2024-2025, OK? Les Sénateurs d'Ottawa vont avoir 5 joueurs qui vont faire 8 millions de dollars à peu près et plus. Jake Sanderson, Thomas Chabot, Brady Tkachuk, Tim Stützle et Josh Norris qui va faire 7 950 000 $.
Quelqu'un aurait pu prédire ça, comme Eugene Melnick est encore vivant, quelqu'un aurait pu dire ça, que les sénateurs d'Ottawa sortent le chèque pour payer des joueurs? Mon Dieu, des fois juste changer de propriétaire, hein, c'est là qu'on voit, mais t'as raison, quand tu regardes ça froidement, tu te dis, mon Dieu, il y a tombé de l'argent qui se dépense là pour Jake Sanderson, que oui, il est rempli de promesses, que c'est probablement un pilier défensif de première paire pour encore plusieurs années du côté d'Ottawa. Mais je pense que faut regarder à long terme. Oui, Jake Sanderson touche beaucoup d'argent là, présentement, mais quand le cap va augmenter, puis que Jake Sanderson va rentrer dans son prime, mais on va regarder ça dans quelques années, puis on va se dire, c'est une aubaine à 8 millions de dollars. Déjà qu'en partant, 8 millions de dollars, c'est déjà pas pire. Tu regardes les Sabres de Buffalo qui vont bientôt s'essayer de s'entendre avec Rasmus Dahlin puis Owen Power. Penses-tu que le marché vient un peu de flamber dans le coup? Puis je pense que du côté de Kevin Adams, du côté de Buffalo, je pense qu'il a dû prendre une shot de whisky pour laisser passer ça parce qu'il sait qu'il va devoir sortir le chéquier pour ces deux défenseurs-là. Non, parce que ce qui est intéressant avec Sanderson aussi, c'est que quand tu regardes Jake Sanderson en ce moment, Jake Sanderson ne vaut pas 8 millions par année. Ce qu'on espère avec Ottawa, c'est qu'éventuellement, il va valoir ce 8 millions par année-là. Et il faut pas oublier aussi que le fait que ce soit un Américain qui évolue dans un marché canadien, il y a toujours la bonne vieille prime canadienne. C'est tellement difficile de garder du talent américain au Canada. Parlez-en aux Flames de Calgary qui ont vu Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk forcer l'équipe à se débarrasser d'eux. Je trouve que c'est une bonne idée de le signer le plus longtemps possible, même si ça coûte un peu plus cher. On a vu le Canadien faire un peu la même chose avec Cole Caulfield, le garder pour 8 ans. Même que j'aime beaucoup mieux avoir Cole Caulfield pour moins d'argent que Jake Sanderson par année. Mais écoute, on n'a pas tous un Kent Hughes comme directeur général. Pierre Dorion, ça ne se veut pas une insulte contre toi, mais Kent Hughes Masterclass, pendant que Pierre Dorion, c'était un mid-class que tu viens de faire avec Jake Sanderson. J'aime que Félix, quand il parle de talent américain qui veut pas signer au Canada, n'a pas mentionné Jeff Petrie dans sa phrase. Ouais. Parle-moi pas de Jeff Petrie. Non, c'est juste une joke de ce côté-là. Mais quand même, on regarde l'alignement des sénateurs de l'Ottawa, t'en as mentionné, Mio, 5 joueurs, bon, 4 et très des poussières qui vont toucher 8 millions de plus par année pour 2024-2025. C'est sûr qu'il y a d'autres clubs que ça va changer. Il va y avoir d'autres contrats qui vont se signer. Mais quand tu regardes, je pense que la seule équipe que j'ai été capable de trouver avec autant de contrats à 8 millions de dollars au plus, c'est le Lightning de Tampa Bay. L'équipe qui sont contenders depuis 5 ans, qui ont gagné back-to-back une Coupe Stanley au début de la décennie. Et t'as Ottawa qui monte en puissance. Faut quand même leur donner qu'ils ont un noyau très solide qui s'en vient. Il y a quelque chose qui se trame du côté d'Ottawa, puis c'est plus que positif. Mais on joue dans la division Atlantique. Une division qui va être encore super ardue avec Toronto, Tampa Bay. Boston, qui vont descendre, mais qui ce serait fou un peu de les écarter complètement. Buffalo qui sont en montée. Détroit qui sont en montée. D'ailleurs, Détroit qui, selon certains informateurs du côté des États-Unis, voit peut-être Patrick Kane s'en aller du côté de Détroit pour essayer de suivre Alex DeBrincat. Et là, il va falloir prouver quelque chose du côté d'Ottawa, puis je pense que ça va passer du côté des gardiens, parce que on a le corps devant. Maintenant, il va falloir que les gardiens fassent la job du côté d'Ottawa pour qu'on puisse se passer au niveau supérieur. Oui, parce que si tu regardes les sénateurs, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté d'Edmonton pour se donner de l'inspiration. T'as beau avoir le meilleur noyau de patineurs de toute la LNH, même si je pense pas qu'Edmonton a le meilleur noyau de patineurs, mais l'essentiel demeure le même. Si t'as pas un bon gardien de but ou un gardien en qui tu peux avoir confiance, ça sert à rien. Ça sert à rien de payer des joueurs autant d'argent si tu peux pas te retrouver rendu au mois d'avril, au mois de mai, avec un gardien en qui tu as confiance, un gardien qui est capable de t'amener jusqu'au bout de ton parcours en série. Je trouve que c'est une leçon que les sénateurs ont peut-être pas encore compris. Jonas Korpisalo, j'y fais pas confiance. Peut-être qu'il va être bon. Mais ça me fait trop penser au contrat qu'on a vu un gars comme Jack Campbell signer il y a un an de ça. C'est des contrats qui souvent ont mis sur une bonne séquence du joueur au lieu de regarder vraiment une longue feuille de route très établie. Et on donne un gros contrat pour beaucoup trop d'argent. Je pense que c'est un pari trop risqué des sénateurs. Et évidemment, je les blâme pas d'avoir signé Sanderson.
Mais je pense que ça va nous prendre une solution à long terme devant le filet éventuellement. Et il va falloir se garder un peu d'argent pour ça aussi. Ouais, pour rester un peu sur le sujet des recrues, on en a une qui fait jaser. En tout cas, qui va être une recrue un jour approché. 7e choix au total du dernier repêchage par les Flyers de Philadelphie, qui, au passage, a glissé jusqu'au 7e rang. Matvei Michkov, qui, cette semaine, pendant le début de la saison, quand même dans la Ligue continentale de hockey, a réchauffé un petit peu le banc. Et ce qui fait qu'il y a certaines personnes, incluant moi, qui regardent ça, ils font « Oh, finalement, peut-être que j'avais pas tant raison dans mon analyse de professionnel de dire « Hey, Canadien de Montréal, prenez le don ce talent russe. » Finalement, c'est moi qui ai l'air un peu d'un imbécile aujourd'hui. C'est le début de la saison, on va se le dire. Mais les premiers signes sont certainement pas encourageants du côté de Michkov. J'étais même à un point de c'est Michkov or bust. On échange le choix. Les gars, est-ce que c'est signe de quelque chose ou est-ce que on capote trop puis c'est juste une analyse prématurée? C'est tellement dur de faire une analyse parce que la Russie, c'est tellement quasiment un monde parallèle comparativement au reste du hockey nord-américain, même du hockey européen en tant que tel. Mais écoute, c'est pas la première fois qu'on voit les Russes, des jeunes espoirs super talentueux, attendre un peu l'arrivée dans la Ligue nationale, honorer leur contrat en Russie, puis finalement on voit des utilisations un peu moribondes, un peu par-ci par-là, un peu louches, un peu. Tu sais, je pense qu'on se souvient un peu d'Alexander Romanov avant qu'il se joigne avec le Canadien, c'était un peu comme ça. Mais j'ai vu un article justement de Kevin Dubé, justement du Journal de Québec. Puis il disait basiquement ce qu'il disait, c'est qu'on a déjà vu des traitements similaires de même. Vasily Podkolzin, ça a déjà été de même il y a quelques années. Rodion Amirov, paix à son âme, c'était la même affaire. Ivan Miroshnichenko, Danila Yurov, tu sais, il y a plein de facteurs qui font en sorte que c'est traité différemment. On sait pas comment gérer le temps des jeunes espoirs en Russie. Puis du côté nord-américain, on regarde ça dans un extérieur puis on se dit, mais voyons donc, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Faut quand même pas oublier que le CSKA de Saint-Pétersbourg, c'est un peu le Paris Saint-Germain du hockey russe un peu, là, tu sais. On s'entend qu'il y a beaucoup de gros canons, de gros joueurs qui s'en vont signer là. La compétition est féroce. Puis faut pas oublier aussi que Matvei Michkov, même s'il a commencé là l'année passée, a éventuellement été prêté à Sochi pour finir la saison jusqu'à son repêchage cet été. Fait que je me demande à quel point Michkov va subir le même traitement. Moi, je pense que ça va passer par un prêt. Il va jouer ce qu'il va avoir à jouer avec une autre équipe, puis on verra pour la suite des choses. Mais c'est sûr que quand on regarde un peu le traitement médiatique, je pense que on peut baisser un peu baisser un peu la pression artérielle là, sur Matvei Michkov, même si c'est un peu louche ce qui se passe présentement. Là. Oui, puis surtout, le problème avec les espoirs en Russie, souvent, ce qui est rapporté, en tout cas, c'est que les espoirs qui démontrent un intérêt pour l'LNH ou qui sont des gros noms en Amérique du Nord, comme étant des gros espoirs, c'est des espoirs qui sont un peu punis en Russie, on limite le temps de jeu. Tu parlais de Romanov, tu parlais d'une longue liste de cas. Michkov s'inscrit dans cette liste-là d'espoirs qui ont beau être extrêmement talentueux. Matvei Michkov aurait le talent pour avoir une place régulière sur les trios de son équipe en Russie, mais on décide de le laisser sur le banc, de l'utiliser 5-6 minutes par match quand on le fait jouer, même s'il avait été tellement dominant en pré-saison. Matvei Michkov mérite une place, mais c'est tellement compliqué d'avoir du temps de jeu et de contrôler le temps de jeu des jeunes en Russie. Et pendant ce temps-là, t'as le choix du Canadien au 5e rang, David Reinbacher, qui, quand tu parles avec son directeur général en Suisse, te dit, si Reinbacher vient jouer avec nous cette année, on va lui donner plus de 20 minutes par match, on va le faire jouer en avantage numérique, on va le faire jouer en désavantage numérique, on va le placer dans une position où est-ce qu'il va pouvoir se développer et éventuellement venir vous aider. Reinbacher ne joue pas dans un gros club, peut-être pas aussi gros que celui de Michkov, mais ça reste qu'on le place dans une bonne situation pour lui, une situation où son développement va être favorisé, et actuellement le développement de Michkov n'est pas favorisé du côté de la Russie. Ouais, puis écoute, très curieux de voir ça, où est-ce que ça s'en va tout ça, mais c'est sûr qu'on va garder un œil très proche là-dessus. Les boys, il y a quelque chose qui se trame à Montréal, quelque chose de très spécial. Je pense que c'est la prochaine super puissance du sport professionnel qui se ramène là. Félix, tel le devin que tu es,
Je pense que tout le monde s'en attendait, mais dans notre cas, tu es notre source. Pour ce qui est de Montréal, dans la nouvelle ligue canadienne de hockey féminine, on a fait des gros moves. On l'avait prédit. Tu l'avais prédit. Marie-Philippe Poulin se ramène du côté de Montréal. On a Anne-Renée Desbiens et Laura Stacey qui vont se ramener aussi. Les gars, est-ce qu'on peut déjà commencer à espérer au championnat? Est-ce qu'on barre Sainte-Catherine? Est-ce que c'est fini dans le fond? Ciao bye la ligue là. Sortez les chaises de camping, on s'en va sur Sainte-Catherine, la parade s'en vient, on ramène la coupe à Montréal. Tout ça en filmant un épisode à la maisonnée juste avant. Oui. C'est sûr et certain. La triple menace va être présente sur le cas pour le moment. Moi, j'attends juste Sergerie qui vole le show sur la rue Ontario avec pendant la parade des futurs... On sait pas encore comment les nommer parce qu'on n'a pas de logo, on n'a pas de nom, on n'a pas de couleur. Bon, on va présumer que ça va probablement être dans le rouge, le blanc et le bleu. Je pense over-under $50 que c'est bleu, blanc, rouge. Ok, ouais, c'est sûr, mais quand même, mais Montréal signe la GOAT du hockey féminin à Marie-Philippe Poulin, qui est déjà là un bon atout. Anne-Renée Desbiens, qui est dans les buts, mais parmi une des meilleures goalers au monde. Mais quand même, faut pas oublier quand même qu'il y a des Sarah Nurse, il y a des Larry Knight qui ont signé à Toronto et à Boston. C'est sûr que c'est prématuré un peu de dire une coupe de gens partant, mais si on peut s'espérer avoir un beau club directement en partant, mais je pense que dans le portrait sportif montréalais qui en a souffert dans les 5 à 10 dernières années, je pense que ça fera pas de tort. Je veux juste un championnat à Montréal dans quelque chose. Non mais j'entends ce que tu me dis. J'entends ce que tu me dis de respecter la compétition. Mais malheureusement, j'essaie de pas t'écouter. On gagne la coupe, on gagne les 5 prochaines. Marie-Philippe Poulin, on va y construire une statue à Montréal. S'il vous plaît, il est temps que ça se fasse. On le souhaite définitivement. Félix, pour clore un peu ce petit volet hockey-là, t'avais quelque chose de spécial à nous rapporter? Oui, je vous amène, on parlait un peu de la KHL tantôt, ça tombe bien parce que c'est exactement là que je vous ramène. Je vais vous parler du cas de, toutes mes excuses pour la prononciation, Alex Kochelia. Have you ever had a dream that you Je pense que je massacre le nom. C'est sûr que t'es la dernière personne que je vais sur mon équipe de Spelling Bee. C'est toutes mes excuses, j'ai massacré le nom, mais je veux vous parler du cas de ce joueur russe qui était un membre du Spartak de Moscou dans les dernières années et qui récemment a été échangé à l'Amur de Khabarovsk. Le problème, par exemple, pourquoi je vous parle de cet échange-là qui semble très peu important dans le contexte actuel, c'est que cet échange-là vient avec une certaine clause qui a vraiment fait réagir suite à l'annonce. Le joueur russe, dont je ne prononcerai pas le nom à nouveau pour des raisons de ne pas m'humilier davantage, ne peut plus jouer les matchs qui l'opposent à son ancienne équipe. Donc c'est comme si le Canadien échangeait Cole Caulfield à Ottawa et dans l'échange, il y avait une clause comme Cole Caulfield ne peut malheureusement pas jouer aucun match contre le Canadien. Il est obligé d'être laissé. Imagine te retrouver à Ottawa. Je voulais pas l'envoyer. Je suis désolé si on dit qu'ils écoutent qui sont à Ottawa. Je suis désolé. Toutes mes excuses. On va envoyer Joël Armia à Ottawa. Joël Armia, on l'échange à Ottawa. Et finalement, au plus grand malheur des sénateurs, Joël Armia, qui devient leur nouveau joueur de concession, ne peut pas être en uniforme pour affronter le Canadien. Tous les matchs contre le Canadien, on est obligé de le laisser de côté. C'est quelque chose d'assez particulier. Je trouve que quand on regarde un peu ce que ça devrait concrètement dans la LNH, ça a de quoi faire réagir quand même. Donc, j'ai vu ça cette semaine, ça m'a bien fait rire. Donc, je voulais vous le partager en ce beau dimanche soir ou lundi matin ou peu importe quand vous nous écoutez. Très intéressant. Maintenant, passons au passe-temps des Américains. Le passe-temps favori. En tout cas, officiellement, supposé l'être. Est-ce que ça allait encore vraiment quand le football est roi chez nos voisins du Sud à suivre? Mais on va parler un petit peu de baseball encore une fois aujourd'hui, les boys. La semaine passée, on a parlé de Steven Strasburg qui disait prendre sa retraite. Mais là, la situation s'est compliquée un petit peu. Situation contractuelle fait que peut-être que ça arrivera pas. Quand on parle du côté des Nationals, on s'attend à le retrouver au camp d'entraînement. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut-tu démêler ça? Qu'est-ce qui arrive?
Dans le fond, j'ai un peu suivi le dossier. Je vais essayer de vous mettre à jour sur tout ce qui s'est passé. Donc, il y a 2 semaines de ça, on apprenait que Steven Strasburg pensait peut-être annoncer sa retraite, pensait préparer une conférence de presse qu'on avait prévue pour le début ou le milieu du mois de septembre. La date n'était pas encore coulée dans le béton, mais on se doutait que ça allait un peu dans le coin où est-ce qu'on est aujourd'hui. Le problème, par exemple, c'est que jeudi cette semaine, les Nationals ont annoncé que la conférence de presse était annulée. Un peu surprenant, considérant qu'il n'y avait pas eu d'annonce officielle encore, mais c'était annulé, aucune conférence de presse. Steven Strasburg n'annoncera pas sa retraite. Donc là, c'est un peu bizarre, on se demande qu'est-ce qui se passe là. On se demande si c'est pas peut-être une question d'argent. On voulait savoir Strasburg qui prend sa retraite est encore dû une tonne d'argent pour les prochaines années. Et finalement, tout est un peu compliqué. On se demande si c'est peut-être parce que les Nationals n'ont plus envie de payer un joueur qui ne jouera plus pour eux. Et là, ce qu'on semble comprendre, c'est que les Nationals veulent revoir Steven Strasburg, qui n'a lancé que 31 manches dans les majeurs dans les 4 dernières années. On veut le revoir au prochain camp d'entraînement, même si les réhabilitations ne fonctionnent plus, même si les remises en forme ne fonctionnent plus, même si rien ne fonctionne et toute la carrière de Steven Strasburg est terminée. On ne reverra presque assurément plus Strasburg lancé. Mais les Nationals semblent quand même vouloir le voir au prochain camp d'entraînement. Peut-être pour lui faire passer un test médical, peut-être pour voir comment ça va progresser. Mais c'est vraiment dommage, selon moi, de voir à quel point on est en train d'échapper complètement à la retraite d'un des joueurs qui a marqué la dernière génération des Nationals et à qui on doit une bonne partie du titre de 2019. C'est honnêtement un manque de respect pour le joueur, à mon sens, à moi, de laisser tout ça, de laisser du linge salir sur la place publique. J'ai un certain malaise avec ce qui se passe du côté de Washington, personnellement. Washington, oui, vas-y, Pop. C'est quasiment moins pire que l'année passée où on avait organisé une conférence de presse pour annoncer la signature de Carlos Correa, puis finalement, genre une heure avant la conférence de presse, on se rend compte qu'il a genre échoué ses tests médicaux. On annule la conférence de presse, puis finalement, on annule la signature de contrat, puis ça retourne avec son ex du côté des Twins du Minnesota. Je trouve que ça a la même énergie. Ça, c'est un top 10 baseball moment, là, je veux dire. Ça, plus... Oui, parce que Correa était déjà sur place, je pense. Ah oui, ben je pense que c'était une affaire, genre, c'était peut-être même plus tôt que ça, c'était genre 1 heure avant la conférence, ils ont décidé de tout annuler, là. Ouais. Il faudrait... Mais il n'y avait pas magasiné des maisons ou quelque chose. Ça, je le sais pas, là, par exemple. Je sais que c'est un gros tripeux de maison, puis je sais pas s'il avait acheté ou s'il avait juste magasiné sa maison, mais il était vraiment investi dans le projet, ça l'a pris par surprise, un peu comme tout le monde. C'était vraiment particulier. Honnêtement, il faudrait faire un épisode de top 10 moments baseball, puis c'est sûr que ça va se retrouver là-dedans. Faut s'attendre aussi à retrouver le home run de Castellanos dedans, on peut pas... on peut pas ignorer ça. On parlait des Nationals qui justement des choses un peu drôles se passent chez eux, qui justement ont échappé leur dernier match contre les Dodgers de Los Angeles. Les Dodgers de Los Angeles font jaser, et non, ce n'est pas parce que Mookie Betts aurait peut-être manqué du temps, parce que inquiétez-vous pas, ceux qui ont Mookie Betts sur votre carte de bingo pour le MVP cette année, l'espoir est toujours en vie. On parle à place de Julio Urias, qui fait un petit peu parler de lui. Faut croire qu'on prépare déjà la prochaine saison de Orange is the New Black, parce que Mr. Urias pris avec des problèmes judiciaires. Les boys, encore une fois, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Encore, on peut juste résumer par encore. Mais c'est ça. C'est encore une fois, c'est des problèmes de... Pas juste des problèmes parce que Julio Urias, c'est sa deuxième offense, là. C'est pas juste la première fois qu'il fait face avec la justice, mais c'est encore une fois une affaire de violence conjugale. Ben, en tout cas, on va mettre ça en guillemets, il n'y a rien qui a été prouvé encore, il n'y a pas eu de procès, rien non plus, mais ça rappelle un peu ce que Trevor Bauer a eu il y a 2 ans, tu sais, c'est veut pas, puis on arrive en pleine série éliminatoire, la saison du baseball majeur finit dans 3 semaines, puis là, tu regardes les Dodgers de Los Angeles en ce moment, Dustin May puis Walker Buehler ne lanceront plus cette année. Ils pourront peut-être même pas lancer l'année prochaine parce qu'ils sont sur la liste des blessés, des opérations à venir. Tu as Julio Urias qui
connaît une saison moyenne selon ses standards après avoir eu de très bonnes saisons depuis 2-3 ans du côté de Los Angeles, qui maintenant fait face à des problèmes judiciaires. T'as Clayton Kershaw qui commence à être vieux, mais qui n'est pas à 100%, qui est comme le premier lanceur partant des Dodgers présentement. C'est une drôle de situation chez les lanceurs partants du côté des Dodgers. Et là, je pense qu'on vient de passer à un autre niveau avec Julio Urias qui s'est fait arrêter au courant des derniers jours. Là. Ouais, parce que je sais pas si c'est le moment de vous annoncer que c'est moi qui va être le lanceur numéro 1 des Dodgers pour leur parcours en série. Félicitations! Ouais, on m'a contacté récemment, c'est moi qui va être leur meilleur lanceur partant. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de blessures. Il y a Tony Gonsolin aussi qui ne lance plus et qui ne lancera plus cette saison. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup de problèmes dans la rotation. En ce moment, tu as peut-être Clayton Kershaw, après ça, tu tombes à la recrue Bobby Miller, c'est peut-être ton deuxième homme de confiance dans la rotation. C'est particulier. Les Dodgers sont pas supposés, avec toutes les ressources qu'ils ont, se ramasser avec une recrue comme deuxième partant, aussi bonne la recrue soit-elle. J'ai vraiment hâte de voir comment les Dodgers vont trouver une façon, parce qu'en ce moment, il va falloir que Dave Roberts travaille fort, l'enclos va être très sollicité. Est-ce que Bruce Dog Ratterall pourrait redevenir un partant? Je sais pas. Les Dodgers vont avoir de sérieuses questions dans les jours et les semaines qui sont. Puis veut pas, la gestion des lanceurs, c'est un peu ça qui avait coulé les Dodgers de Los Angeles il y a 2 ans. Oui. Dans la série de ligue, justement, de la Ligue nationale contre les Braves d'Atlanta. La gestion était devenue trop erratique. On n'était plus capable d'avoir une gestion saine des lanceurs, et ça avait coûté cette série-là. L'année passée, c'était un peu ça, la même affaire contre les Padres de San Diego. Là, t'arrives cette année, ça va être quoi encore? Et si Mookie Betts réussit à pas être à 100%, du moins, il est capable de jouer présentement, puis Dieu sait qu'un Mookie Betts à 90 ou à 95%, ça reste un sacré bon joueur. Mais si ça commence, le duo Freddie Freeman-Mookie Betts commence à moins produire en séries éliminatoires, ben là, je pense que ça va sonner quelques sirènes du côté des Dodgers de Los Angeles, parce qu'on n'a plus la même profondeur. Aussi bon est l'équipe en ce moment, mais on n'a plus la profondeur qu'on avait depuis 2-3 ans. Puis si Mookie Betts, Freddie Freeman connaissent un passage à vide, ben on vient de monter le degré de difficulté des Dodgers pour essayer enfin de gagner un vrai premier championnat. Exact. Ah non, j'ai hâte de voir. Les Dodgers vont avoir du travail à faire pour essayer de en bon québécois, patcher les trous de ce qui se passe avec cette formation-là. Freeman, Betts, Will Smith vont être des gros morceaux. On va mettre beaucoup de pression sur leurs épaules. Mais c'est vrai que les Dodgers, qui ont souvent été caractérisés par leur très grande profondeur, n'ont pas de grande profondeur en ce moment. À part peut-être dans l'enclos, ça va être un gros travail pour assembler une formation capable de gagner en série aussi bonne les vedettes soit-elle. Le voice crack! Ouais. Ah, c'est pas une bonne soirée non, pour pas bonne moi. soirée. Puis justement, s'il y a bien des équipes qui ont besoin de support, ce sont toutes les équipes que toi tu supportes, Félix Forget, parce que on a parlé des Titans en entrée d'émission. Puis là, la malchance s'abat encore une fois sur tes Yankees de New York. 9 jours après avoir été promu en Ligue majeure, Jason Dominguez, avec une blessure au UCL à l'épaule, plus rien ne va, Félix. La douleur ne cessera jamais pour les fans des Yankees en 2023. La seule lueur d'espoir qu'il y a eu pour les Yankees cette saison, c'était la promotion de Dominguez depuis une dizaine de jours, comme tu disais. Dominguez qui avait quasiment donné un deuxième souffle à l'équipe, qui tranquillement commençait à se repointer l'extrémité du bout du nez dans la course aux séries. Et là, Dominguez, qui était le seul rayon de soleil dans une saison à l'orage plus sombre, l'orage très 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 sombre, finalement, va manquer une très bonne partie de la prochaine saison, à moins d'un miracle, mais on peut s'attendre à ce qu'une opération Tommy John, c'est le coude qui semble être très problématique. On parle de 9 à 10 mois d'absence pour un joueur qui est en train de prouver qu'il méritait sa place dans la formation des majeurs l'an prochain. C'est horrible pour les Yankees, c'est horrible pour les partisans qui avaient finalement quelque chose et qui pouvaient se réjouir cette saison. Mais vraiment, tout ce qui touche aux Yankees de 2023 est pourri. On jette ça à la poubelle, hein?
On jette ça aux poubelles et visiblement, les poubelles ne passeront pas avant le milieu de 2024 au mieux. Très 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 triste pour Dominguez qui continue encore d'être bon cette semaine. C'est une Ce sont grosse les poubelles perte. qui passent une fois au mois, les gros déchets, là, les gros déchets, Oui. les Ah, sofas, il passe les une fois aux 9 sofas, mois. les télés. Ça passe aux 9 mois. Ça passe aux 9 Le vrai mois. miracle qui se passe en fait aujourd'hui, c'est que Félix, bon Dieu, t'as la chance de nous choyer avec un autre petit sujet surprise. Oui, je veux vous parler. Qu'est-ce que serait un épisode de la triple menace sans qu'on parle un peu des Angels? Yes. Je veux vous parler de la. Je veux vous parler un peu de la semaine des Angels, parler de 2 moments de la semaine des Angels qui m'ont bien fait rire. Le premier, on revient à dimanche soir dernier, juste après l'enregistrement qu'on a fait la semaine dernière. Je reviens un peu à ce qui s'est passé dans le vestiaire où est-ce qu'Anthony Rendon, qui est l'un des plus gros salariés du sport au complet, Anthony Rendon qui est blessé depuis Mathusalem à peu près. Je pense qu'Anthony Rendon n'a pas joué depuis l'an 40 à peu près. Et Anthony Rendon ne parle pas aux médias depuis qu'il est blessé. Anthony Rendon déteste les médias. Et des fois, les médias le croisent dans le vestiaire quand il vient de parler aux autres joueurs. Et on a croisé Anthony Rendon dimanche dernier. Donc, on lui a demandé, on a pris une chance, on lui a demandé est-ce qu'il y avait une mise à jour à faire sur sa blessure. Et sa réponse a été, il a répondu en espagnol qu'il ne parlait pas anglais. Anthony Rendon, qui, on rappelle, est américain, parle très très bien anglais, a toujours parlé anglais, à moins que sa blessure soit qu'il ait perdu son anglais. Ce serait très curieux comme blessure. Je ne pense pas qu'Anthony Rendon a perdu son anglais. Et l'autre moment cocasse de la semaine des Angels, Shohei Ohtani est tenu à l'écart depuis quelques jours en raison d'une blessure, et c'était la journée de la photo d'équipe pour les Angels. On avait besoin de quelqu'un pour prendre la place de Shohei Ohtani qui n'était pas disponible, et qu'est-ce qu'on a fait pour le remplacer? On a pris peut-être la personne au monde entier qui ressemble le moins à Shohei Ohtani. Aucune once de ressemblance. J'essaie de comprendre comment on a pu penser. Il a même pas la même shape. Il est beaucoup plus gros qu'Ohtani. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, beaucoup plus costaud. Je ne peux pas croire que c'était la personne qui ressemblait le plus à Ohtani. Si tu le regardes de face, il n'y a aucun doute possible. C'est sûr et certain que c'est pas Ohtani. Je comprends qu'on va le photoshopper sur la vraie photo d'équipe. Mais comment on a pu penser que c'était une bonne idée de prendre quelqu'un? Je ne peux pas croire qu'il n'y avait personne dans l'organisation ou qu'il n'y avait pas un acteur qui était disponible cette journée-là pour juste mettre le chandail de Ohtani, courir un peu sur le terrain, prendre une petite photo. C'est une autre semaine très 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 difficile pour les Angels et cette saison-là ne peut pas finir assez vite pour les Angels de Los Angeles. Mais c'est ce qui est le fun, Félix, dans ce temps-là, c'est que les Angels vont encore continuer semaine après semaine à nous donner du divertissement jusqu'à peut-être... Toujours. Peut-être au départ de Ohtani, qui sait peut-être le départ de Mike Trout. Oh. On semble voir des informations ici et là que Mike Trout va peut-être rencontrer les membres de l'organisation, parler un peu du futur de l'organisation. On sait pas. Peut-être que on peut commencer, on spécule ici, mais commencer peut-être à préparer après Mike Trout du côté des Angels. S'il fallait qu'on le perde avec Shohei Ohtani, mon Dieu. Je pense que le baseball majeur va imploser en lui-même. Je pense que ça va... Mais c'est pas grave, on va avoir Anthony Rendon qui parle juste en espagnol. Ah, ok. Fait que ça je prends ça, je prends ça en note. Avant de conclure l'épisode, petit round-up de sujets rapides qui ont marqué un peu la dernière semaine. Deion Sanders et les Buffaloes de l'Université de Colorado qui ont écrasé Nebraska samedi soir pour signer une 2e victoire consécutive et qui ont maintenant plus de victoires déjà cette année en 2 rencontres que l'année dernière à même date l'année passée. Donc le hype continue de se faire sentir du côté du Colorado. Belle surprise du côté de Chicago dans le monde du hockey où pendant un concert de Pearl Jam, on a annoncé on a fait venir sur stage Chris Chelios pour lui annoncer qu'ils vont retirer son numéro 7 dans les hauteurs du domicile des Blackhawks alors qu'ils accueilleront les Red Wings de Détroit. Tant qu'à moi, je le ferai quand le Canadien serait de passage en Illinois, mais bon. Justement, est-ce que on peut s'attendre au Cowboy fringant qui l'annonce pour Montréal? Ah, je sais pas. Ça m'étonnerait.
Mais ça aurait été le fun, genre sur le podium du FEC, là, juste après le spectacle, 2 heures, 2 heures et demie de spectacle. Je pense pas que c'était la place, par contre. Mais je pense que t'étais là, Mio, au spectacle du FEC, ça se peut-tu? Non, j'aurais aimé ça. Ah. J'aurais aimé ça, j'aurais braillé toutes les larmes de ce monde. Je t'aurais coulé un nouveau fleuve qui aurait mené jusqu'à notre beau fleuve Saint-Laurent. Tellement ça avait l'air d'un beau spectacle. J'adore Carl Tremblay. On rappelle que demain soir, c'est le premier Monday Night Football de la saison entre les Bills de Buffalo et les Jets de New York. Présentement, on est au 3e quart et c'est 33-0 pour les Cowboys de Dallas sur les Giants de New York. Vraiment une journée difficile au bureau pour Daniel Jones et Saquon Barkley et compagnie. En attendant, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est sur TikTok, Instagram, YouTube. On pourrait trouver les épisodes également sur toutes les plateformes de podcasting, que ce soit Spotify ou Apple ou Google. On vous invite aussi à nous suivre, tu sais, on commence à bâtir un peu nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous aider un peu, vous abonner, nous suivre un peu sur vos médias sociaux. Puis si même vous voulez participer un peu à l'émission, justement, soumettre quelques sujets ou quelques idées ou peut-être même certaines opinions là-dessus, ben vous pouvez toujours nous écrire sur notre adresse courriel la triple menace podcast @gmail.com. Je vous rappelle que moi et Mio, on est aussi sur Twitter @commercial et I'm Emile et PO. On parle absolument. Comment tu ignores Félix de tout ça? Ouais, mais c'est pas de ma faute. Félix, c'est un cyborg. Félix, il n'existe pas. Il existe juste de manière auditive. C'est pas de notre faute s'il n'existe pas en temps réel. Non, c'est vrai, il n'existe pas. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, YouTube, même Facebook aussi, rejoindre un peu la communauté du podcast. Et en vous remerciant encore tous les jours pour votre support, on reçoit quelques messages d'encouragement, de quelques commentaires. Ça fait chaud de vous lire tous et chacun. Sur ça, on vous souhaite une excellente semaine. Un bon Monday Night Football ce soir entre les Jets et les Bills. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.